Les podcasts du Collège de France, Biologie. Je vous dis bonjour, bonsoir plutôt. Je m'appelle Philippe Sansonetti. C'est pour moi un moment émouvant parce que c'est ma première leçon au Collège de France dans cette nouvelle chaire de microbiologie et de maladies infectieuses. Donc je vous remercie d'être présent et derrière moi pour cette expérience. Comme vous l'avez vu sans doute sur le programme, ce cours va être dédié essentiellement à essayer d'expliquer les mécanismes par lesquels nous, en tant qu'êtres humains, primates supérieurs, tolérons les microbes qui habitent notre organisme. Donc j'essaierai de vous donner un certain nombre d'éléments, de pistes de compréhension, de points d'interrogation aussi, parce qu'en science, malheureusement ou heureusement sans doute, les questions sont plus nombreuses que les réponses. Donc la première partie sera essentiellement centrée sur des remarques d'ordre général sur les flores microbiennes qui nous habitent et ce que cela a imposé à notre système immunitaire en matière de mécanismes de tolérance. Et la deuxième partie en fait, de cet après-midi d'enseignement sera assurée par mon collègue et ami Joël Doré de l'INRA, qui est un grand spécialiste de cet aspect complexe des flores, en particulier des flores intestinales chez l'homme, et qui vous expliquera où l'on en est à l'heure actuelle de ces entreprises, si je puis dire, qu'on appelle de métagénomique, c'est-à-dire de séquençage en masse et d'analyse globale en fait, de ces flores qui peuplent essentiellement, en tout cas dans ce cas-là, la cavité intestinale. Donc ce sera quelque part un point d'orgue par rapport à un certain nombre d'éléments que je vais discuter ici. Donc, une première leçon, c'est toujours à la fois émouvant et complexe, parce qu'on ne sait pas très bien qui on va avoir en face de soi et sous quelle forme il faut essayer de présenter les choses. Donc j'ai pris le parti d'essayer de le faire sur un mode strictement scientifique, en essayant malgré tout, bien entendu, parce que je sais que les connaissances des uns et des autres sont assez hétérogènes et c'est normal, d'expliquer quand c'est nécessaire. Malgré tout, il y aura probablement à un moment ou à un autre des choses qui sont un petit peu hors de vos connaissances et je vous prie de m'en excuser à l'avance. Donc j'ai appelé finalement cette série de leçons cette année « Guerre et paix aux surfaces muqueuses ». Ça traduit de manière peut-être un peu trop tolstoïenne un dilemme quand même qui est une réalité, à savoir qu'au jour le jour, des microbes nous habitent et tout se passe très bien. Et puis de temps en temps, des microbes pathogènes viennent nous agresser et ça se passe beaucoup moins bien. Et la question est de savoir finalement comment notre système immunitaire en particulier gère cette dualité. Donc on va parler beaucoup d'un mot qui est un mot un peu générique, ou un terme qui est un peu générique, qui est celui du commensalisme. Commensalisme, ça vient du latin commensa, c'est manger à la même table. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre organisme, en particulier encore une fois au niveau du système digestif, finalement les microbes d'un côté et notre épithélium intestinal de l'autre mangent à la même table, mangent ensemble. Et la question est de savoir finalement si cette relation qui s'établit entre ces microbes et nous en tant qu'hôtes est une relation d'ignorance mutuelle ou s'il se passe véritablement quelque chose, s'il se passe vraiment des interactions, et vous pensez bien que s'il ne se passait pas d'interaction, je ne serais pas là pour vous en parler, mais surtout, est-ce que cette interaction est mutuellement bénéfique ? Et si elle l'est, on peut aller même du terme de commensalisme au terme de ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire que la flore microbienne trouve son intérêt chez l'homme et l'homme trouve son intérêt à avoir une flore microbienne. Donc c'est un peu ce qui est résumé dans cette diapositive, à savoir donc une relation symbiotique, en fait, et on peut le dire tout de suite, s'est établie au cours de l'évolution, entre ce qu'on appelle le microbiote résident. C'est un peu le terme maintenant utilisé, microbiote, pour exprimer la notion de flore commensale, et l'hôte eucaryote des invertébrés à l'homme, puisqu'en réalité, je l'avais dit dans ma leçon inaugurale, quelles que soient les espèces multicellulaires que vous prenez sur la planète, vous avez une flore qui les habite, et donc depuis le début de l'apparition des êtres vivants sur la planète, cette mécanisme d'interaction, d'interface s'est créé et c'est probablement largement comme cela que notre système immunitaire s'est bâti. Donc la notion de symbiose, elle repose sur l'idée que les bactéries profitent d'une niche, en fait, où les conditions environnementales sont stables, en particulier dans notre tube digestif. La température, il fait chaud, c'est bon.
le pH est plutôt stabilisé, la tension d'oxygène est probablement différente selon l'endroit où on se situe, mais en tout cas relativement stabilisée pour certaines niches. Et bien entendu, il y a un apport constant de nutriments. La question est de savoir si l'hôte y gagne quelque chose, et bien entendu, on va en parler. Il y gagne à l'évidence un avantage métabolique. Il y gagne aussi une protection contre les microbes pathogènes, car cette flore qui nous habite, encore une fois en particulier la flore intestinale, dont je vais beaucoup parler, exprime ou met en place ce qu'on appelle un effet de barrière. Donc la coévolution entre les hommes, et j'ai dit même les animaux tout au long du phylum, et cette flore microbienne, a créé ce que j'appelle un paradoxe immunologique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois reconnaître la présence de ces microbes, de manière, au bout du compte, à les tolérer, parce que ce microbiote commensal, il faut le garder, il ne faut pas le rejeter, mais être capable en même temps, dès qu'un pathogène survient, de le reconnaître aussi, mais de le reconnaître cette fois-ci en tant que pathogène et non pas en tant que commensal, et de mettre en place la réponse adaptée qui est nécessaire pour l'éradiquer. Donc c'est un peu la différence de concept dont je vais marquer sur la diapositive entre ce qu'on peut appeler l'inflammation physiologique, c'est-à-dire la capacité de répondre de façon très contrôlée, très limitée à la présence de ces microbes commensaux, et puis de mettre en place une réponse extrêmement violente et bactéricide, si possible, lorsqu'il s'agit d'un pathogène. Alors j'ai beaucoup parlé de flore intestinale, mais bien entendu, vous le savez sans doute, nous sommes peuplés de micro-organismes, non seulement dans notre intestin, mais sur la peau, dans la cavité buccale, dans la cavité vaginale. Enfin, on a plusieurs niches, si vous voulez, qui sont peuplées de micro-organismes, avec des chiffres qui sont bien entendu relativement impressionnants. Au niveau de la peau et des follicules pileux, on a, vous le voyez sur cette diapositive, de l'ordre de 1 million à 100 millions de micro-organismes par centimètre carré, ce qui représente quand même une quantité de micro-organismes considérable. Dans la cavité buccale, on a des concentrations de micro-organismes de l'ordre de 10 puissance 10, donc quelque chose comme 10 milliards de micro-organismes par millilitre de salive, par exemple, surtout en particulier des streptocoques, des Staphylococcus epidermidis. Donc ces flores, en fait, varient aussi en nature en fonction du site. Dans les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire dans la gorge et dans les parties immédiatement plus distales, on a des flores qui sont de l'ordre de 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions à 1 milliard de micro-organismes par centimètre carré, avec non seulement des micro-organismes qu'on pourrait appeler commensaux, mais aussi des micro-organismes qui sont en état potentiel de devenir des pathogènes en cas de rupture des mécanismes de contrôle et de défense. C'est le cas, par exemple, de certaines Neisseria. On retrouve le bactérie responsable de la méningite chez 5 à 10% de la population jeune. Et on n'en a même pas parlé, on ne sait pas qu'elles sont là et pourtant elles y sont. Streptococcus pneumoniae, dans certaines populations, le pneumocoque, on peut le retrouver jusqu'à 20, 25, 30% de la population, ce qui veut dire que la notion de commensalisme et de pathogénicité n'est pas aussi claire que cela. On peut même héberger des pathogènes sans le savoir, sous réserve qu'ils soient contrôlés correctement. Et une partie importante de la recherche à l'heure actuelle pour ce type de micro-organisme consiste à essayer de comprendre quels éléments de rupture à un moment ou à un autre fait que ces microbes vont éventuellement passer dans la circulation et se disséminer. Donc les problèmes ne sont pas aussi simples que d'un côté les commensaux et d'un autre côté les pathogènes, et j'en parlerai un petit peu plus en détail la semaine prochaine dans le cours sur l'identité génétique et moléculaire des pathogènes. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait un pathogène, comment c'est fait ou comment se sont faits les pathogènes en général. Alors, puisqu'on parlait de guerre et paix dans le titre, il faut quand même que je commence par vous montrer une vue du champ de bataille, mais en fait là le thème du cours est plutôt la paix, c'est-à-dire quels sont les compromis qui font qu'au niveau de nos tissus, les micro-organismes, encore une fois, sont reconnus, mais qu'un processus de tolérance se met en place. Alors, il faut que je vous présente quand même un petit peu les structures sur lesquelles on va réfléchir à l'occasion de cette présentation. Donc l'intestin est un tissu magnifique qui peut se diviser, pour simplifier un petit peu les choses, en deux parties, ce qu'on appelle l'intestin grêle et le côlon.
Et comme vous le voyez, les structures sont très très différentes dès cette image histologique, parce que l'intestin grêle est marqué par la présence de ces villosités, souvent extrêmement longues, qui sont en fait chacune, bien sûr, recouvertes par l'épithélium intestinal. Et puis on descend ici dans une zone près de la musculeuse qui s'appelle la crypte, qui est l'endroit où sont les cellules souches qui vont en permanence réalimenter, si je puis dire, l'épithélium pour se restituer, puisque ces cellules vont en 2 jours environ migrer jusqu'au sommet et subir l'apoptose et mourir. Donc il faut un processus de renouvellement permanent, les cellules souches étant bien sûr dans la crypte. Donc ça, c'est l'intestin grêle, et finalement, la raison qui fait que cet intestin est structuré de cette façon, c'est qu'il faut démultiplier considérablement la surface, puisqu'on est là dans un problème de réabsorption d'eau, d'électrolytes et d'absorption de nutriments. Il y a toute la fonction digestive qui nécessite cette structure tout à fait particulière. Par contre, si vous allez dans le côlon est différent, puisque l'épithélium finalement est plat, et en réalité ce qu'on voit essentiellement, ce sont ce qu'on appelle des cryptes de Lieberkühn ou des glandes de Lieberkühn, c'est-à-dire que tout est en profondeur avec les cellules souches ici, beaucoup de cellules à mucus et un épithélium de surface qui est plat par rapport à ce qu'on voit ici pour l'intestin grêle. Dès qu'on regarde ces structures, sur certains tissus, en tout cas dans l'intestin grêle, on peut d'emblée repérer déjà des zones qui sont un petit peu différentes, avec des cellules différentes, comme ces cellules de Paneth ici, qui sont pleines de granules. En fait, ce sont des cellules qui sont essentielles à la défense de l'intestin. Elles contiennent dans ces granules des molécules qu'on appelle des peptides antimicrobiens, du lysozyme, des phospholipases, des protéases, qui sont chargées, en fait, probablement en grande partie, de faire le ménage dans cette crypte intestinale et de protéger les cellules souches contre des agressions microbiennes, quelles qu'elles soient. C'est un peu une espèce de sanctuarisation, si vous voulez, de cette zone qui est assurée par la présence de ces cellules de Paneth. Donc finalement, c'est un peu ça, l'environnement dans lequel on va pouvoir maintenant superposer cette flore microbienne et essayer de commencer à comprendre un petit peu mieux comment se font les choses. Alors je vous ai parlé de mise en place de mécanismes de tolérance. Il est bien évident que ces mécanismes de tolérance ne peuvent pas se mettre en place s'il n'y a pas quelque part un système qu'on appelle maintenant d'échantillonnage des micro-organismes de l'intestin de façon à les reconnaître, à les jauger et à monter éventuellement contre une réponse immunitaire. Donc l'évolution a fait que certaines zones de l'intestin, en particulier chez l'homme dans la partie distale de l'intestin grêle, ce qu'on appelle l'iléon, se sont mises en place des structures lymphoïdes qui sont en fait des ganglions, identiques aux ganglions que vous pouvez connaître partout ailleurs dans l'organisme, sauf qu'ils sont enchâssés dans la muqueuse intestinale, et que de manière à ce que les éléments de la flore intestinale, les antigènes, les allergènes, tout ce qui peut circuler dans l'intestin, soient en permanence recueillis et amenés à ces ganglions où va se faire finalement la reconnaissance et la réponse immunitaire. Des cellules un peu particulières se sont mises en place, qu'on appelle les cellules M ou cellules mucosales, qui sont des cellules extrêmement actives dans la translocation de tous ces éléments microbiens, bactéries, virus, parasites, encore une fois antigènes ou allergènes. Elles sont capables de les transloquer de façon très efficace et très rapide parce qu'il leur manque en surface du mucus, du glycocalyx, qui sont ces glycoprotéines complexes qui généralement, j'en reparlerai rapidement, assurent une protection à la surface de l'épithélium. Elles ont une activité d'endocytose extrêmement efficace et comme vous le voyez sur ce dessin, elles ont une épaisseur très faible qui met en fait la lumière intestinale en relation avec le système immunitaire sur quelque chose de l'ordre de 3, 4, 5 microns. C'est une espèce de contact extrêmement étroit, intime, entre finalement l'extérieur, représenté par cette cavité intestinale, et l'intérieur, en particulier le système immunitaire. Donc ça représente en surface à peu près 1/10 de la surface de l'intestin, mais c'est fondamental parce que c'est là que se fait la réponse immunitaire muqueuse, et c'est là que va se passer énormément de cette interaction dont je vais vous parler. Alors, si on rentre plus particulièrement dans la notion ou dans le concept de flore intestinale, puisque c'est de ça qu'on va parler et dont Joël aussi vous donnera des éléments,
La première chose qu'on peut dire, un peu sur un mode humoristique, c'est que l'homme est un hybride de primates et de microbes, puisqu'on a en fait, en particulier grâce à la flore intestinale, un nombre de bactéries dans notre organisme qui est 10 fois supérieur au nombre de cellules somatiques et germinales dont on dispose par ailleurs, qui fait de nous un être humain. Et si on compte, et je pense que Joël en reparlera, en termes de génome, on peut appeler le microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des génomes de toutes ces bactéries qui nous peuplent, on est sur une diversité de nombre de gènes probablement d'ordre de 100 fois supérieur au nombre de gènes dont nous disposons nous-mêmes en tant que primates supérieurs ou qu'humains. Donc on est vraiment là dans une espèce on est submergé, en fait, même si on ne les voit pas, par ces microbes, à la fois en termes de ce qu'ils représentent sur le plan métabolique, mais aussi sur le plan de capacité génétique. Alors en fait, il faut voir les choses un petit peu comme un gradient de concentration croissante. On a assez peu de bactéries dans l'estomac, parce que l'estomac est un environnement extrêmement hostile, très acide, le pH est de l'ordre de 1,5, et donc très très peu de bactéries qu'on pourrait presque considérer comme des extrémophiles, d'une certaine manière, sont capables de survivre dans cet environnement, ou en tout cas d'y survivre de façon prolongée. La plupart du temps, elles transitent, et celles qui survivent arrivent dans le duodénum, probablement pas en très bon état, mais néanmoins elles ont passé le cap. Pour y survivre de façon prolongée, il faut s'appeler par exemple Helicobacter pylori et avoir des mécanismes de défense, de neutralisation locale du pH extrêmement efficaces. Le duodénum et le jéjunum n'est pas non plus un site très favorable, dans la mesure où les bactéries, encore une fois, sont juste en convalescence de leur passage un peu brutal à travers l'estomac, dans la mesure où vous savez aussi qu'apparaît dans cette région-là le canal pancréatique avec des protéases, la trypsine extrêmement puissante, les sels biliaires qui sont amenés par le cholédoque. Donc tout ça, ça représente des éléments extrêmement agressifs pour les micro-organismes. Et donc il va falloir finalement qu'ils avancent un petit peu pour que, pas mal cabossés par tous ces mécanismes de sécrétion, ils arrivent dans l'intestin grêle un peu plus distal, dans l'iléon, et commencer à établir finalement des populations microbiennes qui sont d'un ordre plus important, pour arriver finalement dans le côlon à des chiffres qui sont finalement assez spectaculaires et qui représentent le chiffre que je vous ai donné de 10 fois le nombre de cellules à la fois somatiques et germinales. Si vous multipliez ces 10, 12 par CFU par gramme de sel, à partir du moment où on considère qu'il y a 1 kg de matière fécale dans le côlon, vous arrivez à ces 10 puissance 14, 10 puissance 15 bactéries dont je vous ai parlé. Alors la nature des espèces qui peuplent ce site, en particulier colique, est extrêmement diverse. On vivait jusqu'à présent sur des chiffres déjà considérablement élevés, de l'ordre de 500 à 1000 espèces différentes. Les projections, disons, des données moléculaires dont on dispose à l'heure actuelle font penser qu'en termes d'espèces stricto sensu, on est peut-être plus proche des 10 000, voire plus, que des chiffres qu'on avait en tête antérieurement. Et vous voyez là un échantillon des espèces microbiennes qui peuplent cette zone. C'est quand même un environnement en micro-organismes qui est extrêmement riche et passionnant, en tout cas, à étudier. Alors, ce microbiote commensal intestinal, pour le simplifier un tout petit peu, parce qu'il est bien entendu hors de question de rentrer dans les détails de toutes ces espèces, en gros, on a deux très grandes familles de micro-organismes. On a ce qu'on appelle les firmicutes, qui sont des bactéries à gram positif anaérobie, parce que l'environnement intestinal est quand même largement anaérobie, et ce qu'on appelle les bactéroïdétes, qui sont des bacilles ou des bactéries à gram négatif anaérobie. Donc on a ces deux grandes populations, gram positif anaérobie, gram négatif anaérobie. Et puis au milieu de ça, un peu écrasé par ces deux monstres en termes de nombre et de diversité d'espèces, on retrouve de façon très minoritaire, en tout cas dans les populations bactériennes intestinales chez des sujets sains, ce qu'on appelle les protéobactéries, que vous connaissez probablement mieux sous le nom d'entérobactéries, Escherichia coli par exemple, est un élément de cette grande famille des protéobactéries.
Donc les bactéries qui nous sont finalement familières, elles sont très très peu représentées dans notre flore qui est très très largement dominée par ces autres familles. Alors ça, c'est la situation à l'équilibre. Par contre, dès que se précise une pathologie, en particulier dans l'intestin, une pathologie inflammatoire chronique, il suffit de voir les couleurs changer. Vous voyez ici que les protéobactéries qui sont représentées en jaune dans l'évaluation quantitative de cette flore de protéobactéries ici apparaît massivement représentée dès qu'un individu développe une pathologie inflammatoire de l'intestin, comme par exemple une maladie de Crohn. Alors ça pose d'emblée une question qui est tout à fait passionnante, sur laquelle on reviendra peut-être d'ailleurs dans le séminaire de Joël Doré, c'est est-ce que c'est la présence de ces bactéries qui cause l'inflammation et la pathologie, ou est-ce que c'est la maladie elle-même causant une inflammation qui va aller modifier considérablement les flores? C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule, et c'est quelque chose qui est très 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 discuté à l'heure actuelle et l'objet de recherches tout à fait intensifs. Alors vous en entendrez parler aussi, il y a des techniques maintenant qui permettent d'explorer un petit peu de cette diversité de micro-organismes, non seulement à la fois la diversité des espèces, mais aussi leur localisation à l'intérieur de l'intestin. La technique qu'on appelle FISH, par exemple, qui consiste à aller hybrider in situ sur le génome de ces micro-organismes des sondes qui vont reconnaître en particulier des gènes qui codent pour ce qu'on appelle les ARN 16S, c'est-à-dire les ARN qui codent pour les ribosomes bactériens. On peut avoir des sondes génériques qui vont reconnaître par grande famille, on peut avoir des sondes spécifiques qui vont reconnaître par espèce. On peut donc peu à peu aller fouiller un petit peu cette diversité de micro-organismes et commencer non seulement à les apprécier en densité, en quantité, mais aussi en localisation, c'est-à-dire est-ce que celui-ci est plus fréquent que celui-là, est-ce que celui-ci est plutôt présent dans cette niche particulière que dans celle-là. Il y a tout un équipement, des capacités, des outils moléculaires qui se sont développés. Alors, je me souviens, au début des années 80, on faisait ça de façon un peu héroïque avec des hybridations, avec des sondes radioactives. Et heureusement, les choses ont beaucoup changé ces dernières années. On dispose maintenant de sondes fluorescentes qui fluorescent d'ailleurs dans des bandes différentes, ce qui permet de pouvoir avoir même sur un même échantillon la possibilité d'identifier, grâce à des fluorochromes différents, plusieurs espèces bactériennes en même temps. Donc il y a une ouverture de la biologie moléculaire et de l'imagerie ici qui permet peu à peu de mieux disséquer, si je puis dire, cet environnement qui est relativement complexe. Alors il y a un grand événement dans la vie d'un homme, comme vous pouvez le penser, qui est la naissance. Et à la naissance, finalement, le fœtus, bien entendu, le jeune enfant qui naît est stérile. Et il va se retrouver dans les heures qui suivent la naissance, confronté aux micro-organismes que représente l'environnement dans lequel nous vivons tous les jours. Et c'est un domaine qui n'est pas encore suffisamment probablement étudié sur le plan scientifique, c'est de savoir cette espèce d'orage microbien qui est imposé à ce bébé stérile qui vient de naître. Comment est-ce que ce bébé va le gérer? Comment va-t-il réussir à établir très très rapidement ces mécanismes de reconnaissance et à tout de suite finalement reconnaître ces micro-organismes comme probablement de bons micro-organismes et de ne pas y répondre de façon violente? On voit quelques dérapages, si on peut dire, en particulier chez les enfants qui sont nés avant terme, qui ont un peu souffert à la naissance. On peut voir ce qu'on appelle des entérocolites nécrosantes du nourrisson ou du nouveau-né, qui sont manifestement des erreurs de gestion par le système immunitaire de ce bébé, de cette flore qui est en train de s'implanter, de s'imposer. Mais dans l'immense majorité des cas, que ce soit au niveau intestinal, que ce soit au niveau cutané, tout ça se passe de façon extraordinairement calme et probablement parfaitement programmée, encore une fois par l'évolution. On a eu des millions d'années pour mettre cette interface en place et sans pouvoir parler de perfection, on peut dire en tout cas que les choses en sont assez proches. Alors il y a des bactéries pionnières, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la naissance submergé par des quantités considérables de micro-organismes. Il y a des micro-organismes, je dirais, prioritaires
qui le sont d'ailleurs parce qu'ils représentent par exemple la flore qui est dominante chez la maman au niveau du sein si l'enfant est alimenté au sein, ou qui va représenter finalement l'environnement qu'on va créer à cet enfant, en particulier sur le plan alimentaire, au niveau de son tube digestif. On voit beaucoup ces fameuses bifidobactéries et des entérobactéries dans les premières heures de cette interface entre le jeune enfant et la flore intestinale. Alors, ce qui est intéressant et qui commence à émerger à l'heure actuelle, c'est une vraie compréhension analytique de cette implantation de flore au niveau d'un organisme finalement quasiment expérimentalement stérile et brutalement colonisé. En fait, ce qui apparaît de plus en plus, et il faut vraiment rendre hommage ici à le groupe de Jeff Gordon qui, dès le début des années 90, a commencé à travailler sur ce type de sujet, c'est l'idée qu'en réalité, on n'est pas dans une situation où l'individu est submergé par une grande diversité de micro-organismes, on est plus dans une situation où les choses se font de façon par étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, une première population bactérienne qu'on va appeler pionnière va s'implanter. Non seulement elle va s'implanter, mais en plus elle va entraîner au niveau de l'épithélium intestinal des changements d'expression de gènes qui vont faire que cette cellule va, par exemple, ça a été très bien démontré avec cette bactérie, Bacteroides theta-iota-micron, va induire un certain nombre de gènes qui vont amener, par exemple, des modifications de glucosylation des motifs de sucre complexes qui sont portés par les glycoprotéines de la surface de ces cellules. Et on sait, par exemple, que ce micro-organisme va induire des processus de fucosylation, c'est-à-dire de branchement de radicaux fucose sur ces sucres complexes, qui vont en fait servir de récepteurs privilégiés pour une deuxième population bactérienne qui va pouvoir s'implanter maintenant de façon efficace grâce à la présence de ce récepteur dédié à la surface de l'épithélium. Et puis probablement cette deuxième population va faire exprimer aux cellules d'autres éléments, d'autres sucres qui vont venir encore plus complexifier ces glycoprotéines de surface et qui vont, par la force des choses, servir de récepteurs à d'autres populations bactériennes. Donc on a une espèce de construction probablement progressive par vague dans la mesure où, bien entendu, les populations pionnières ont fait, si je puis dire, leur travail correctement au moment de cette, encore une fois, exposition initiale au monde microbien. Donc ça, c'est un domaine qui est en train de se développer, qui est tout à fait passionnant, que celui de ces populations pionnières et l'établissement de ces flores. Alors une fois que la flore intestinale est établie, et ça prend probablement quelques mois jusqu'à 2 ans, elle va rester stable quasiment pendant toute la vie, en tout cas jusqu'à des âges avancés, pour des raisons qu'on comprend encore très mal et qu'on voudrait bien comprendre. Même si vous traitez un individu pendant quelques jours par un antibiotique comme les fluoroquinolones par exemple ou les bêta-lactamines, vous allez voir cette flore se modifier considérablement dans les 2, 3, 4 jours qui viennent, et puis au bout de 5 jours, une semaine, la flore s'est reconstituée quasiment à l'identique. Donc il y a une vraie, comme on dit maintenant, résilience de ces populations microbiennes dont la connaissance des origines de cette résilience est encore mal connue. Alors, à quoi ça sert, cette flore commensale, en particulier dans le côlon, mais plus généralement dans l'intestin, et puis probablement aussi au niveau d'autres surfaces, en particulier au niveau de la surface cutanée, qui est malheureusement moins étudiée, alors qu'en réalité, on a parlé de maladies inflammatoires de l'intestin. Il est probable que beaucoup de maladies inflammatoires de la peau sont liées aussi à des éléments de dysfonctionnement de cette interface entre l'hôte et les micro-organismes. Donc j'en ai déjà parlé, un effet de barrière contre les micro-organismes allogènes, c'est-à-dire de nouveaux commensaux, voire éventuellement contre des pathogènes, pour des raisons qui, sur le plan moléculaire, sont probablement liées à des compétitions pour des récepteurs. Finalement, la place est au premier occupant. C'est difficile d'aller se battre pour aller occuper un site s'il est déjà pris par un autre micro-organisme. Et puis, plusieurs de ces micro-organismes fabriquent ce qu'on appelle des molécules bactéricides,
soit des éléments de leur métabolisme, comme l'acide lactique par exemple, soit des bactériocines, qui sont des véritables molécules, comme l'extrémité des queues des bactériophages, qui vont faire des trous dans les membranes microbiennes et qui vont éventuellement les éliminer, et bien entendu, souvent des bactériophages eux-mêmes. Bactériophages sont les virus des bactéries, et c'est un monde finalement qui est assez peu apprécié. On a 10 puissance, je vous l'ai dit, 14 ou 15 bactéries dans notre intestin. On a probablement 10 puissance 20, c'est-à-dire plusieurs logarithmes de plus de bactériophages qui sont en permanence à sauter d'une espèce bactérienne à une autre. On y reviendra la semaine prochaine, des flux génétiques absolument phénoménaux qui surviennent entre différents micro-organismes du fait de ces bactériophages, mais qui en plus ont un véritable rôle dans la capacité, l'avantage sélectif de certains micro-organismes à occuper des niches. Une deuxième fonction de la flore commensale, c'est une fonction vraiment de métabolisme et de nutrition. Les micro-organismes nous aident à nous nourrir et ils le font par plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est par la capacité qu'ils ont, du fait de leur richesse enzymatique, pris à l'échelle de cette métapopulation de micro-organismes, finalement de faire des choses que nous, on ne sait pas bien faire ou qu'on ne sait pas faire du tout. C'est-à-dire qu'ils sont capables, par exemple, d'hydrolyser en bout de course les amidons qui ont été résistés au cours du phénomène de digestion. Elles sont capables, ces bactéries en particulier, d'hydrolyser les polyosides végétaux complexes, pour lesquels on n'a pas les enzymes nécessaires, et donc on est incapable de les métaboliser. Et peut-être en termes de coévolution, ça nous ramène très très loin dans des périodes où les individus étaient soumis à des conditions dramatiques du fait de périodes de refroidissement de la planète ou autres, de disparition des possibilités de nutrition. Il n'est pas impossible du tout que cette interface se soit vraiment structurée plus efficacement par la nécessité de pouvoir se nourrir uniquement d'éléments végétaux et de pouvoir donc les métaboliser correctement. Il y a aussi des fonctions qui sont, et ça c'est véritablement de la symbiose, comme j'avais essayé de la définir au début, des fonctions véritablement physiologiques. C'est-à-dire que certaines bactéries de la flore intestinale, comme celle-ci dont j'essaye même pas de vous prononcer le nom, mais vous pouvez le lire, sont vous voyez dans le nom, Muciniphila, sont des bactéries qui ne font quasiment que d'hydrolyser du mucus, c'est-à-dire de détruire notre mucus endogène. En fait, on produit du mucus en permanence. Et si ce mucus n'est pas détruit, il va s'accumuler et donner lieu éventuellement à des complications qui sont tout à fait inconfortables. Donc on a vraiment développé avec ces micro-organismes des échanges qui font que le mucus, dans ses phases finales, va être dégradé et éliminé par certains de ces éléments de cette flore. Des vitamine K, la vitamine H, l'acide folique, pas toujours en quantité suffisante, mais en tout cas, sont fabriquées et nous sont fournies par les bactéries de la flore intestinale. Et puis beaucoup d'entre elles ont des produits métaboliques en fin de chaîne qu'on appelle en particulier les acides gras chaîne légère, le butyrate, qui représente une source d'hydrate de carbone pour l'épithélium intestinal. 50% des calories que nécessite l'épithélium intestinal sont en fait fournis par les bactéries de la flore intestinale. Et puis le métabolisme des xénobiotiques alimentaires et ainsi de suite. Donc on a une vraie organe, j'avais dit dans ma leçon inaugurale, ça représente à peu près la fonction métabolique du foie. On a une espèce d'organe supplémentaire dans notre organisme qui est susceptible de nous fournir, si je puis dire, l'ensemble des services qui sont listés là sur cette diapositive. Et puis le dernier élément où cette flore joue un rôle très très important, c'est vraiment dans la physiologie de l'intestin lui-même, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle dans le renouvellement, ce qu'on appelle maintenant la restitution de l'épithélium, en cas par exemple de lésions chimiques, physiques ou microbiennes, infectieuses. Elle joue un rôle très important dans l'induction de cette signalisation tolérogène dont je vous reparlerai. Elle renforce la barrière épithéliale, en particulier les jonctions intercellulaires. Leur efficacité est dépendante de la présence d'une flore.
Et puis, bien entendu, elles sont essentielles au développement et au maintien du système immunitaire muqueux, dont je vous ai montré quelques éléments tout à l'heure, en particulier à la production de ce qu'on appelle les IgA sécrétoires. Si vous prenez une souris que vous maintenez dans des conditions qu'on appelle germ-free ou axéniques, c'est-à-dire que vous l'élevez sans présence de microbes, vous apercevrez deux choses très évidentes. La première, c'est qu'il leur faut une ration alimentaire quasiment le tiers, sinon le double supérieur à la ration alimentaire de leurs collègues qui ont une flore intestinale correcte pour qu'elles maintiennent un poids similaire. Et deuxièmement, si vous regardez leur système immunitaire, en tout cas au niveau muqueux, il est atrophique, quasiment absent. Et le système immunitaire, disons, du systémique, c'est-à-dire les ganglions à la périphérie, la rate, sont relativement atrophiques. Donc il y a un vrai rôle de pression de cette flore intestinale sur la mise en place du système immunitaire à la fois local et général, systémique, qui est essentiel. On voit d'ailleurs, je vous montrerai une image qui est assez frappante, que même le réseau vasculaire de l'intestin est atrophique chez ces animaux s'ils n'ont pas été en contact avec des micro-organismes. C'est vraiment pour vous justifier l'importance qui est le plus souvent méconnue en fait, de la présence de ces flores. Alors, juste un exemple d'effet de barrière du microbiote résident. On est chez la souris, là. Si vous infectez une souris par voie orale ou intragastrique par une espèce bactérienne pathogène qu'on appelle Salmonella, Salmonella typhimurium, vous obtenez chez la souris, au bout de quelques jours d'infection, des lésions intestinales qui sont finalement relativement limitées. Elles surviennent d'ailleurs surtout au niveau de ces plaques de Peyer dont je vous ai parlé, c'est-à-dire là où les micro-organismes sont absorbés par ces cellules M, elles s'y développent, créent des abcès, mais ça reste relativement limité dans ces zones. Par contre, si vous traitez les animaux avant de les infecter par de la streptomycine, c'est-à-dire en fait vous largement tuez une grosse partie de la flore microbienne résidente, du microbiote résident, vous voyez en comparaison, par exemple, entre ici et là, que vous avez beaucoup plus d'inflammation, beaucoup plus de recrutement de cellules inflammatoires et beaucoup plus de destruction de l'épithélium. Donc ça, c'est la preuve expérimentale du rôle de cette flore résidente, de ce microbiote résident, dans la protection contre la survenue d'un micro-organisme allogène, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un micro-organisme pathogène. Donc, on a un effet de barrière contre l'occupation de cette niche. Et finalement, on a quelque part l'effet inverse. C'est-à-dire, lorsque on absorbe un pathogène, s'il réussit à aller jusqu'au bout de son cycle infectieux, s'il n'est pas éliminé avant par la flore intestinale, on va aboutir à un effet inverse. C'est-à-dire qu'il va complètement submerger cette flore résidente et en fait amener sa destruction. Et finalement, il le fait, et ce sont des travaux très récents qui commencent à apparaître dans la littérature, en induisant une réaction inflammatoire au niveau de l'épithélium intestinal, avec en particulier la production de radicaux oxygènes ou de radicaux nitrés, qui vont en fait tuer très massivement la flore résidente, le microbiote résident, de façon finalement à se créer une niche dans laquelle ils vont pouvoir se développer et procéder à leur processus physiopathologique jusqu'à la colonisation et l'invasion de la surface. Donc il y a une vraie dualité ici qui est tout à fait passionnante à regarder. Vous regardez très rapidement la différence. Vous voyez ici finalement la représentation sur cette camembert des grandes populations microbiennes dont je vous ai parlé, par exemple tout à l'heure, les firmicutes, c'est en vert, et les bactéroïdes, c'est en jaune, et les protéobactéries, ici, on est dans une flore de souris, mais c'est très proche finalement de l'homme, c'est le petit secteur ici en rouge. Donc si vous infectez par une souche de Salmonella typhimurium, vous gardez finalement un équilibre global des populations qui est à peu près équivalent à celui d'une souris qui n'est pas infectée. Par contre, si vous infectez cette souris a fortiori par une bactérie pathogène comme Salmonella typhimurium, cette fois-ci, vous voyez un changement complet
La partie rouge ici correspond en fait aux protéobactéries qui étaient présentes ici de façon très minoritaire, et la partie rouge qui est traversée de blanc correspond en fait à la bactérie pathogène elle-même. Donc on est dans une vraie situation où le micro-organisme pathogène assure l'éradication des populations microbiennes résidentes de façon à finalement à prendre leur place, à occuper leur niche. Bon, c'est une problématique d'écologie qui est assez commune, y compris dans le monde des primates. Là, on l'observe en temps réel au niveau de cette compétition entre les microbes. Donc ça, c'est ces problèmes dont je vous ai parlé d'interaction entre les flores pathogènes versus éventuellement le microbiote commensal. Ça, c'était juste l'image que je vous avais annoncée. En réalité, c'est un travail de 2002 de PNAS, de Stappenbach et collaborateurs, qui montre, bon, vous reconnaissez globalement la forme d'une villosité intestinale, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure. Ce qui est rouge, ce sont les cellules de l'intestin, et puis les cellules éventuellement de ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire le tissu conjonctif à l'intérieur de la villosité. Et ce qui est en vert, c'est un marquage fluorescent pour le facteur de Willebrand, qui est en fait un marqueur des microvaisseaux, des capillaires de la villosité intestinale. Et pour faire une longue histoire courte et simplifiée, en réalité, ça correspond à la villosité d'une souris qui a été élevée en l'absence de flore intestinale, donc dans les conditions axéniques. Et ça, ce sont les vaisseaux d'une souris qui a été élevée dans les conditions normales, c'est-à-dire avec une flore intestinale habituelle. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo, comme on dit vulgairement. Vous voyez la différence de développement donc, de ce réseau vasculaire qui joue probablement un rôle dans la mise en place de la réponse immunitaire, dans la mise en place de l'absorption intestinale et ainsi de suite. Si on a un réseau vasculaire atrophique, il est évident que tous ces éléments de la physiologie fonctionnent moins bien. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'au niveau immunologique, par exemple, si on regarde par exemple les cellules B, c'est-à-dire les plasmocytes qui fabriquent ces IgA sécrétoires intestinales, qui sont des éléments importants de la réponse protectrice de l'intestin contre les micro-organismes, il suffit de regarder la différence entre la densité de ces cellules dans l'intestin d'une souris conventionnelle par rapport à la rareté et au caractère dispersé de ces cellules dans des souris qui n'ont pas de flore intestinale, pour imaginer, si vous voulez, l'atrophie ou l'absence de développement du système immunitaire muqueux chez ces animaux. Et ça, je vous l'ai déjà mentionné, donc c'est le côté nutritionnel pour... Donc, un certain nombre de ces éléments, Joël reviendra dessus. La deuxième partie de ma présentation, c'était... D'ailleurs, je vous l'ai déjà mentionné en vous expliquant le titre, c'est finalement quel est le coût pour nous de tout ça. On en a besoin de cette flore, de toute façon on ne nous a pas demandé notre avis, elle est là, elle nous est sans doute utile. On commence à voir aussi ses limites dans certaines situations, probablement certains travaux maintenant, en particulier encore une fois les travaux du groupe de Jeff Gordon à Washington University, montrent que ces populations bactériennes peuvent être impliquées dans l'obésité, dans le diabète, probablement parce qu'en cas d'alimentation déséquilibrée, en particulier trop riche en hydrates de carbone et en lipides, on va se retrouver avec des situations où la flore intestinale va se modifier de façon à elle-même faire face à ces excès alimentaires et à nous fournir aussi des métabolites en bout de course qu'on va très facilement absorber comme nutriments et nous faire grossir. Donc il y a un jeu subtil entre maintenant la notion d'obésité, de diabète, en particulier de type 2, de syndrome métabolique, et les modifications éventuelles de flore intestinale qui paraissaient un petit peu, je dirais, délirantes et inacceptables au début et qui commencent vraiment à prendre corps à l'heure actuelle. Donc, quand on revient quand même au problème basique, il y a une nécessité d'avoir ces flores et de les garder. J'ai essayé de vous expliquer quel pouvait être le bénéfice en matière de symbiose de notre côté à nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, et je l'ai écrit en fait, une défense optimale de l'hôte contre ce monde microbien requiert en fait une interprétation extrêmement précise de son environnement pour être en mesure de discriminer entre ce microbiote commensal dont je vous ai parlé
qu'on pourrait appeler les bonnes bactéries, et la survenue d'un pathogène, qui est un événement relativement rare, mais qui néanmoins, s'il n'est pas pris en compte, va causer des problèmes tout à fait importants. Donc il faut absolument, et c'est probablement en fonction de cette dualité que c'est mis en place et développé et affiné notre système immunitaire, être capable à la fois de gérer le maintien et le respect de ces populations bactériennes commensales, et en même temps de pouvoir reconnaître et traiter très vite des signaux de danger qui vont être émis en fait par des micro-organismes pathogènes de façon à pouvoir monter les réponses immunitaires et les éradiquer. Et en fait, l'épithélium intestinal lui-même, ça c'est quelque chose qui est une idée qui a émergé ces 10 ou 15 dernières années, joue un rôle extrêmement important dans cette étape très très précoce de perception du danger, de savoir si ce micro-organisme est un micro-organisme à préserver ou si ce micro-organisme est un micro-organisme pathogène à éliminer. Et intuitivement, c'est normal puisque cet épithélium il est vraiment en première ligne en face de ces populations microbiennes. Donc ces cellules sont véritablement capables de percevoir les microbes et d'envoyer des signaux au système immunitaire, soit signaux d'atténuation, pour lui dire c'est pas grave, il faut celui-là on le respecte, ou des signaux de danger et de mise en place de mécanismes moléculaires et cellulaires d'éradication de pathogènes. Alors ce qui est à la fois passionnant et inquiétant, parce que sur le plan, disons, de l'analyse immunologique, c'est assez difficile encore à l'heure actuelle à expliquer, c'est qu'en fait ce sont les mêmes mécanismes de perception des micro-organismes qui jouent à la fois le rôle de mise en place de ces processus de tolérance aux commensaux et de mise en place de ces processus de reconnaissance et d'éradication, en fait, de développement des systèmes de défense et d'éradication bactéricide des micro-organismes pathogènes. Donc finalement, la grande question qui se pose à l'heure actuelle, c'est ça, excusez-moi, c'est où est la frontière? Qu'est-ce qui fait qu'un micro-organisme va être reconnu comme commensal et donner lieu à ces mises en place de mécanismes de tolérance suite à la surveillance bien effectuée ou de mise en place de cette réponse innée qu'on appelle inflammatoire qui va aboutir à la destruction, mais aussi bien entendu à la mise en place de la réponse immunitaire qu'on appelle adaptative qui va nous préserver d'une infection ultérieure. Alors, cette diapositive, elle résume simplement un fait, c'est que nous, j'ai utilisé le terme d'échantillonnage tout à l'heure, nous échantillonnons en permanence ce monde microbien. C'est-à-dire qu'on n'y est pas indifférent, on va en permanence, par divers mécanismes cellulaires, absorber ces microbes, les tester, les évaluer et adapter une réponse qui va être fonction finalement de leur degré de virulence et de danger potentiel. Alors je vous ai déjà parlé des cellules M et de ces zones finalement de reconnaissance immunitaire au niveau de la muqueuse intestinale. Elles jouent un rôle très très important, en particulier pour aller très très rapidement capturer des pathogènes et les amener au système immunitaire de façon à ce qu'ils soient reconnus et que les défenses se mettent en place le plus rapidement possible. Mais il y a d'autres mécanismes que ces processus, qui sont d'ailleurs assez largement dédiés au développement de ces IgA sécrétoires dont je vous ai parlé, qui vont assurer à la fois une barrière plus efficace dans le mucus contre les microbes qui se promènent, si je puis dire, dans cette région, et puis bien entendu contre les pathogènes agressifs. Mais il y a d'autres mécanismes qui ont été démontrés ces dernières années, comme le fait que certaines cellules de la reconnaissance immunitaire, qu'on appelle les cellules dendritiques, sont capables de façon très très régulière d'émettre entre les cellules de l'épithélium ce qu'on appelle des pseudopodes, des projections, qui vont aller explorer l'extérieur, la lumière intestinale, capturer des micro-organismes, les ramener dans la lamina propria et les mettre en route pour une reconnaissance, enfin, encore une fois, de leur possibilité de virulence et de démarrer, d'enclencher la réponse immunitaire. Et ce système-là, il semble de plus en plus qu'il soit tout à fait central dans la mise en place des mécanismes de tolérance.
C'est-à-dire que c'est cette émission permanente de projections qui vont explorer la diversité du monde microbien dans la lumière intestinale, et on a sans doute des phénomènes à peu près similaires au niveau de la peau, qui permet de ramener de l'information et d'établir, avec le soutien des signaux qui sont envoyés par les cellules épithéliales elles-mêmes, d'amener cette conjonction de signalisation qui va aboutir à ces processus de tolérisation de la flore. Mais tout ça, je dirais que c'est un domaine de recherche à l'heure actuelle qui est très actif et qui nécessite véritablement pas mal d'investissements, parce que là-dedans résident quand même des clés comme la protection contre des micro-organismes pathogènes, la mise en place de la tolérance et éventuellement sa rupture, donc la physiopathologie, la cause d'un certain nombre de maladies inflammatoires, en particulier intestinales. Ça, c'est juste un joli clip vidéo qui m'a été fourni par Maria Ressigno à Naples, qui travaille sur ce sujet, et qui montre en fait en vert cette cellule dendritique qui s'est chargée de micro-organismes et qui va en fait, avec cette espèce de structure extérieure qui est dans la lumière intestinale, le rétracter et le ramener à l'intérieur dans la villosité intestinale pour lui faire subir en fait les suites qui concernent la mise en place de la réponse immunitaire. Et ça, c'est vraiment un élément permanent de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que ces micro-organismes ont été saisis? Il faut bien entendu qu'ils soient reconnus par les défenses immunitaires. Et pour ce faire, ces dernières années, et on y reviendra au fur et à mesure dans d'autres leçons, l'hôte a finalement évalue la présence de ces micro-organismes en y reconnaissant des éléments qui ne sont pas des éléments du monde eucaryote. C'est ce qu'on appelle des PAMPs, c'est le terme et l'abréviation de Pathogen Associated Molecular Patterns, c'est-à-dire que l'hôte, par l'intermédiaire de récepteurs, va reconnaître des éléments qui sont propres au monde microbien, et c'est comme ça qu'il sait que ces micro-organismes sont là, qu'il faut les reconnaître et éventuellement assurer une réponse qui soit adaptée à la nature du danger. Alors ces PAMPs, ces motifs qui sont reconnus comme étant du monde microbien et pas de nous, en tant que monde eucaryote, ce sont des éléments extrêmement divers qui sont souvent des éléments de la paroi des micro-organismes, ce qu'on appelle le lipopolysaccharide, par exemple, qui est l'élément de la paroi externe des bacilles à gram négatif ou des bactéries à gram négatif, en règle générale, le peptidoglycane, qui sont les sucres qui font le mur de la bactérie, les flagelles, la flagelline, qui est un élément protéine qui forme ces très jolies structures qui assurent la motilité des micro-organismes, des lipoprotéines qui assurent l'ancrage d'un certain nombre de structures dans la paroi microbienne. Donc tous ces éléments qui en fait sont absents chez nous sont reconnus par notre organisme comme étant des éléments propres au monde, en particulier des bactéries, et identifiés comme tels. C'est vraiment comme ça que se fait notre interface. Et ces dernières années, grâce en particulier aux travaux initialement chez la mouche, chez la drosophile, en particulier du groupe de Jules Hoffmann, de Bruno Lemaître, puis aux États-Unis, à la suite de ces travaux initiaux par le groupe de Janvey, ont été identifiées des molécules à la surface des cellules qu'on appelle les toll-like récepteurs, qui sont en fait des récepteurs dédiés à la reconnaissance de ces éléments du monde microbien. Alors vous reconnaissez là des noms que j'ai déjà prononcés, des lipopeptides ou lipoprotéines, la flagelline qui est reconnue par TLR5, les éléments des flagelles, le lipopolysaccharide qui est reconnu par TLR4 et ainsi de suite. Donc une véritable batterie en fait, de senseurs qui sont exprimés à la surface des cellules et qui permettent en permanence d'explorer ce monde microbien et d'y répondre, encore une fois, en fonction du degré de la menace. On a même des tolls qui sont exprimés à l'intérieur des cellules, 7, 8, 9, qui sont capables de reconnaître de l'ADN microbien, qui sont capables de reconnaître de l'ARN viral. En fait, tous les éléments quasiment du monde microbien sont reconnus, y compris le peptidoglycane dont je vous ai parlé, par des familles de molécules qu'on appelle la famille des nodes, qui sont cette fois-ci non pas présentes à la surface des cellules, mais à l'intérieur du cytoplasme cellulaire. Donc en fait,
par des systèmes en fait, de combinatoires entre ces récepteurs, on a la capacité d'explorer, de reconnaître en permanence les microbes avec lesquels on est en contact au niveau de cet épithélium dont je vous ai parlé et plus largement dans l'organisme si malheureusement ces microbes pouvaient se développer de façon plus importante. Donc je vous ai parlé de ces récepteurs à l'intérieur des cellules. J'en dis juste un mot parce que, non pas pour aller à travers cette liste qui est probablement beaucoup trop longue, mais pour vous dire que ces récepteurs, comme les molécules NOD, par exemple, qui sont vraiment dans le cytoplasme cellulaire et qui reconnaissent les éléments du mur microbien, qu'on appelle le peptidoglycane, sont extrêmement essentiels parce qu'ils font partie d'une espèce de dispositif de veille permanente. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit une seconde, qu'est-ce qui peut être véritablement perçu comme un signal de danger par rapport au monde microbien ? C'est le fait que les cellules, bien sûr, soient agressées violemment par des micro-organismes pathogènes. Et au-delà de ça, c'est le fait que les micro-organismes puissent pénétrer dans les cellules. Donc il n'était pas très étonnant qu'on se retrouve en présence d'un système extrêmement complexe, en fait, et je ne rentre pas du tout dans les détails ici, simplement pour vous donner une idée générale, de mécanismes de perception non seulement de l'extérieur, mais aussi de la présence d'éléments microbiens à l'intérieur des cellules. Et c'est sans doute là que se situe un peu la frontière dans la perception du danger. C'est-à-dire que si un micro-organisme reste à l'extérieur, probablement il n'est pas trop méchant. Il y a des limites, bien entendu. Par contre, s'il arrive à introduire dans des cellules des éléments, composition de sa paroi, ou éventuellement à s'y introduire lui-même, là, il y a vraiment danger. Et donc, ces systèmes sont là pour essayer justement de mesurer en permanence la nature et l'intensité de ce danger. Donc, les dernières parties, les derniers éléments sur lesquels je voudrais réfléchir avec vous, c'est finalement comment se fait-il qu'on arrive à tolérer ces micro-organismes, ceux qui ne sont pas pathogènes en tout cas, et quels sont les éléments éventuellement qui peuvent être pris en compte par l'hôte pour assurer cette finalement dualité de tolérance d'un côté pour les microbiotes commensaux et de réponse bactéricide et d'inflammation pour les micro-organismes pathogènes. Alors en fait, j'ai essayé d'être un petit peu synthétique et sans doute un petit peu trop scolaire, mais je crois que c'est difficile, c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement complexes, donc il faut essayer de clarifier un petit peu les choses. Je pense qu'il y a trois phénomènes qui sont importants pour ce qui concerne la tolérance de ces micro-organismes, de ces flores. Le premier, ce sont les bactéries elles-mêmes. La question étant, est-ce que les bactéries commensales sont finalement différentes des bactéries pathogènes ? La réponse, vous imaginez bien, est oui, mais à quel niveau ? Deuxièmement, l'épithélium lui-même, intestinal en particulier, mais c'est valable tout autant, encore une fois, pour d'autres surfaces, en particulier cutanées, qui met en place des processus de tolérance. Et puis troisièmement, bien entendu, le système immunitaire sous-jacent qui est totalement organisé en permanence pour la veille et la mise en place de ces processus de tolérance. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui se passe au niveau des bactéries elles-mêmes ? Est-ce que ces bactéries de la flore ou de nos flores, de nos microbiotes en général, ont des caractéristiques qui font qu'elles sont plutôt moins agressives, moins méchantes que les bactéries pathogènes ? Il commence à y avoir des éléments, effectivement. Les commensaux sont souvent moins bien détectés que les pathogènes par les mécanismes de la défense innée. Par exemple, je vous ai parlé de lipopolysaccharide. Il y a un élément important du lipopolysaccharide qui s'appelle le lipida, qui est l'endotoxine des bactéries à gram négatif, qui est en fait moins toxique lorsqu'il appartient à des éléments de cette grande famille des Bacteroidetes que s'il est dans la famille des protéobactéries, par exemple les entérobactéries et Escherichia coli. Le fait donc que ce lipida soit moins toxique fait que ces bactéries mettent moins de pression sur le système immunitaire et entraînent donc une réponse inflammatoire beaucoup moins importante. Ils peuvent même avoir une fonction antagoniste. Deuxièmement, les commensaux, certains d'entre eux qu'on appelle aussi les probiotiques, ont des propriétés anti-inflammatoires intrinsèques. Et ça, c'est un grand domaine actuel de recherche qui est d'essayer de comprendre comment certains des micro-organismes qui vivent dans notre intestin peuvent justement envoyer des signaux qui diminuent les réponses inflammatoires.
Et puis il y a bien entendu un élément que je vous ai déjà mentionné, qui est l'effet de barrière contre la colonisation par les pathogènes ou par des commensaux, disons, un petit peu plus agressifs ou envahissants. Alors, ce que j'ai défini au départ comme les bactéries de la flore ou du microbiote sont moins reconnues, c'est un peu ce qu'on appelle la furtivité en matière d'avions et de radars, c'est d'imaginer que ces bactéries peuvent évoluer dans cet environnement en étant moins reconnues que d'autres. Et donc j'ai déjà mentionné des éléments importants comme ce degré d'acylation du lipida, du lipopolysaccharide, qui fait que ce type de molécule signale moins via ces récepteurs qu'on appelle TLR4 à la surface des cellules. Mais des travaux récents montrent qu'il y a même par rapport à cela une vraie coévolution qui s'est mise en place. Souvent, ces travaux, d'ailleurs, naissent dans des animaux modèles, en particulier dans le cas présent chez le poisson zèbre, chez le zebrafish. Ce travail récent de Bates et collaborateurs, c'est le travail du groupe de Karen Guillemin en Californie, a montré qu'en fait, un des éléments qui fait l'endotoxicité de ce lipida, c'est sa phosphorylation. Et en réalité, la phosphatase alcaline de l'épithélium intestinal, qui est une enzyme très très importante dans les processus de digestion, est capable de détoxifier ce lipida en l'hydrolysant et donc de rendre ces micro-organismes finalement furtifs en leur détoxifiant leur endotoxine. Donc vous voyez, ce n'est pas nécessairement la propriété intrinsèque du micro-organisme, c'est aussi l'autre qui est capable de rentrer dans ce jeu et de détoxifier ces produits microbiens. Là, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en vient à des choses qui sont probablement un tout petit peu trop spécialisées, mais simplement pour vous dire que de plus en plus, il apparaît que des micro-organismes commensaux, ce qu'on appelle aussi encore une fois les probiotiques, sont capables de diminuer des réactions inflammatoires, c'est-à-dire d'aller s'attaquer en fait de façon extrêmement précise à une cascade de signalisation qui, depuis ces récepteurs de la surface, entraîne l'expression de gènes pro-inflammatoires qu'on appelle la voie NF-κB. Et cette voie NF-κB, elle est régulée dans le cytoplasme par la présence d'un inhibiteur qui s'appelle IκB, qui en fait est un chaperon qui bloque les facteurs de transcription NF-κB et qui les empêche d'aller dans le noyau pour activer la transcription des gènes pro-inflammatoires. Et donc toute la régulation de cette voie NF-κB, en tout cas une grosse partie, est liée à cet équilibre-là de présence ou absence du chaperon. Et ce chaperon est dégradé en fait par un système qu'on appelle l'ubiquitination, qui va l'amener à la dégradation dans un système général de dégradation des protéines dans la cellule qu'on appelle le protéasome. Et simplement pour résumer ce qui est dit sur cette diapositive, c'est que la plupart des micro-organismes qui ont été étudiés jusqu'à présent pour ces propriétés anti-inflammatoires sont capables d'aller en fait taper, si je puis dire, réguler négativement ces voies pro-inflammatoires et en particulier d'aller réguler la dégradation de cette chaperonne de NF-κB ou le trafic, la translocation de ces facteurs de transcription NF-κB à l'intérieur ou à l'extérieur du noyau. Donc il y a toute une biologie moléculaire et cellulaire qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, de compréhension, de faire du sens, si vous voulez, de la nature des signaux. Et je ne rentre pas dans les détails, ça aurait pu être l'objet quasiment d'un séminaire sur un papier. Un des premiers papiers très récents qui montre finalement l'existence d'un tel facteur de régulation identifié moléculairement. C'est un papier du groupe de Dennis Casper à Boston, à Harvard, qui montre qu'en réalité, la capsule d'une bactérie commensale, qui est Bacteroides fragilis, a la capacité de réguler négativement l'expression d'une colite inflammatoire chez la souris. La bactérie capsulée le fait, la bactérie non capsulée ne le fait pas. Et si, sur ce même modèle de colite inflammatoire, on applique la présence de ce polysaccharide, de cet élément de capsule, on voit qu'on régule négativement de façon très très efficace la réponse inflammatoire. Donc c'est le premier papier, et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez noter la référence, qui montre vraiment à l'échelle moléculaire
ce que peut être la nature de ces produits exprimés par les bactéries du microbiote commensal qui régulent l'inflammation intestinale. Et ça, on compte beaucoup sur ce genre de connaissances, justement pour les approches éventuellement thérapeutiques de ces maladies inflammatoires de l'intestin. Le deuxième élément, c'est bien entendu l'épithélium, au-delà des bactéries. Ce que j'essaye de faire là, c'est de vous donner quelques pistes. Donc l'épithélium, il a un rôle très important parce qu'il est capable d'exprimer des molécules qui vont faire finalement une barrière contre ces micro-organismes, les maintenir un petit peu à distance, créer ce qu'on appelle, en plaisantant souvent, une espèce de no bacterial land entre la surface de l'épithélium et la lumière intestinale. Et ça va se faire avec finalement deux types de molécules qui vont interférer. Les mucines qui vont former cette espèce de couche de mucus, qui est une espèce de couche protectrice à la surface de l'épithélium. Et puis dans ce mucus vont finalement se loger des molécules anti-infectieuses, en particulier ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens. Et tout ça va construire une espèce de zone de protection qui va bien entendu être extrêmement efficace vis-à-vis des micro-organismes commensaux, sans doute à rompre et à réguler négativement pour des micro-organismes pathogènes s'ils veulent aller plus loin. Alors il y a d'autres mécanismes épithéliaux. Le premier, c'est la séquestration. Tous ces récepteurs que je vous ai montrés aux produits microbiens, souvent, ils ne sont pas présents à la surface de l'épithélium, ils sont plutôt présents en profondeur. Le mécanisme de tolérisation très précoce, il a été montré par exemple que chez le souriceau nouveau-né, très très rapidement, il devenait relativement résistant au niveau de son épithélium à la présence de lipopolysaccharides. Donc il y a des mécanismes très tôt à la naissance, ça fait partie de cette irruption dont je parlais tout à l'heure du nouveau-né dans le monde microbien, qui sont extrêmement passionnants à étudier. Donc je vais simplement résumer pour vous donner quelques impressions sur cette histoire de mucus, en particulier à la surface de l'épithélium. Vous reconnaissez la villosité, vous voyez cette couche de mucus ici telle qu'elle est colorée. Vous voyez par exemple que dans le côlon, où je vous ai mentionné l'importance de la diversité et de la quantité de micro-organismes, l'épaisseur de cette couche de mucus peut aller jusqu'à quelque chose de l'ordre de 800 microns. C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose comme 1 millimètre d'épaisseur de mucus qui, à l'échelle de ces tissus, est absolument énorme. Et donc les bactéries commensales, en fait, telles qu'on le voit de plus en plus, vont venir se localiser ici à la surface de ce mucus ou pénétrer un petit peu dans la partie de ce mucus qui, en tout cas, est très peu tendue et relativement soft, et créer finalement ce qu'on appelle de plus en plus des biofilms, mais des biofilms cette fois-ci complexes parce qu'on a une variété très très importante de micro-organismes. Et donc, dans ce mucus, l'épithélium, par l'intermédiaire en particulier de ces cellules de Paneth dont je vous ai parlé tout à l'heure, va fournir des molécules anti-infectieuses qui vont venir se localiser, se piéger dans cette couche de mucus et créer finalement une structure de protection contre les micro-organismes. Alors, toutes nos cellules de l'épithélium intestinal produisent ces fameux peptides antimicrobiens dont on a parlé, qui sont des molécules le plus souvent extrêmement contraintes, très résistantes aux protéases, avec des propriétés cationiques, à la fois les cellules de Paneth, dont je vous ai parlé initialement, qui produisent ce qu'on appelle des alpha-défensines, et puis toutes les autres cellules épithéliales qui produisent ce qu'on appelle des bêta-défensines, qui, vous voyez, ont des structures finalement relativement proches. Donc tout ça contribue à créer une espèce de gel anti-infectieux qui permet finalement de garder ces micro-organismes à distance. Et je prends ça, ce qui est un extrait d'un papier récent du laboratoire. Vous voyez qu'à la surface de l'épithélium, on a ici le mucus, on est dans un système expérimental là, chez le lapin, et ces peptides antimicrobiens qui sont marqués en brun ici, vous voyez, qui forment véritablement une espèce de couche qui est là vraiment prise, engluée dans cette partie du mucus. Et vous imaginez que les bactéries, dont vous en voyez certaines ici,
vont avoir du mal finalement à passer cette barrière, elles sont engluées dans le mucus, elles se retrouvent face à des molécules bactéricides très puissantes, et il va se créer une espèce d'équilibre, d'interface entre ces micro-organismes et cette surface épithéliale, et ça c'est une zone qu'on étudie de plus en plus parce qu'elle nous paraît absolument passionnante. Donc pour en arriver à une notion, et je vous dirai ensuite quelques mots sur le système immunitaire, mais très brièvement, d'une vraie... Bon, je pense que vous aurez remarqué que c'est un sujet qui nous tient relativement à cœur, d'une vraie complexité qu'il faut quand même maintenant commencer à disséquer. Alors ça résume, et vous savez, je vous ai parlé au début de la technique FISH, de marquage par fluorescence de populations bactériennes. Vous voyez ici dans ce travail l'épithélium intestinal, le mucus, et cette couche de bactéries organisée comme un biofilm, en fait, qui colle ou qui rentre un petit peu dans cette couche de mucus, mais qui ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin à cause de ces mécanismes de défense dont je vous ai parlé. Et en réalité, la façon dont on voit les choses de plus en plus, c'est que l'épithélium intestinal, que j'ai schématisé ici, grâce à cette zone tampon, en fait, qui est créée par le mucus et ses éléments antimicrobiens, maintient ce biofilm multibactérien complexe à une distance relativement respectable. Et grâce à ce système, il va pouvoir finalement évaluer le degré de danger. C'est-à-dire si la population bactérienne augmente, ou si parce qu'elle est pathogène, elle se rapproche, les cellules vont sentir, grâce à ce système tampon, l'augmentation des facteurs bactériens qui correspondent à ces situations. Alors comment elles le font ? Elles le font grâce aux récepteurs dont je vous ai parlé, elles le font aussi grâce à l'échantillonnage par des pompes apicales d'éléments de la paroi bactérienne, comme les muropeptides, pour les amener aux récepteurs nodes. Elles le font, comme ça a été montré très récemment, par l'intermédiaire aussi de canaux de l'apex qui en fait échantillonnent des éléments qu'on appelle des éléments de quorum sensing, c'est-à-dire que les bactéries elles-mêmes produisent des éléments qu'on appelle des homocérines lactones, qui sont des hormones qui leur permettent de quorum sensing, ça veut dire perception du nombre, qui leur permettent de reconnaître en permanence leur densité et d'ajuster leur comportement en fonction de cette densité. Et il s'avère, c'est encore un élément superbe de symbiose, que les cellules de l'hôte, de nous-mêmes, eucaryotes, sont capables d'échantillonner et de reconnaître ces médiateurs du monde microbien pour amener une modification de la signalisation et en particulier une extinction de l'activation de la voie NF-κB et l'induction de protéines de stress. Donc on a une vraie, finalement, qu'on appelle le crosstalk en anglais, de dialogue moléculaire permanent qui s'est instauré entre ces populations microbiennes et nos cellules, et qui permet de percevoir finalement la densité, la distance et probablement à terme la nature. Dernier point, et j'arrêterai là pour laisser la parole à mon collègue Joël Doré. Le dernier point qui vaudrait un cours ou plus, bien entendu, parce qu'on rentre là dans des aspects beaucoup plus complexes de la régulation du système immunitaire. Je suis resté très centré sur l'épithélium. Notre tube digestif et probablement nos interfaces en général avec le monde microbien, en tout cas celles qui physiologiquement sont en interface avec le monde microbien, car c'est probablement différent pour des tissus comme les voies urinaires par exemple ou les alvéoles pulmonaires. Ces systèmes sont faits, encore une fois, pour être capables de tolérer cette flore commensale qui est là, qui existe, qui est indispensable, et en même temps pouvoir répondre violemment si se substitue à cette flore normale un pathogène. Donc globalement, le système immunitaire que j'ai appelé subépithélial, c'est-à-dire celui qui est organisé dans l'intestin sous cette ligne de cellules qui représente les cellules épithéliales, il est essentiellement orienté vers la tolérance, que ce soit les cellules épithéliales elles-mêmes qui produisent des médiateurs qui vont induire des processus de tolérance au niveau du système immunitaire, que ce soit les macrophages résidents, les cellules dendritiques,
et la présence de très nombreuses cellules T, lymphocytes T, qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est en permanence une espèce de c'est pas un cercle vicieux, parce qu'en l'occurrence, c'est plutôt un cercle vertueux, le fait que tout ce système de tolérance ne se met en place que si le microbiote commensal est présent. C'est-à-dire que la présence de ces microbes est nécessaire pour que se mette en place cette tolérogénèse qui va elle-même amener à la permissivité au développement de ces micro-organismes commensaux au niveau des surfaces. Donc, pour résumer, il faut simplement retenir le titre. L'intestin est un site un peu privilégié sur le plan immunitaire, dans la mesure où il a cette capacité très très particulière. Les cellules présentatrices d'antigènes sont plutôt tolérogènes. Les cellules phagocytaires, on les dit entre guillemets en énergie inflammatoire, c'est-à-dire que leur manque des marqueurs qui en feraient des cellules pro-inflammatoires puissantes. Et puis on a ces fameuses populations de cellules T régulatrices qui au début étaient très discutées et qui maintenant prennent vraiment leur réalité dans le système, en particulier grâce au fait qu'on a pu les identifier par des marqueurs qui maintenant ne mettent plus en doute leur existence. Elles sont CD4, CD25+, et elles ont l'expression de ce fameux facteur de transcription FOXP3 qui en est un peu la signature moléculaire. Donc en fait, ce que font ces cellules T régulatrices en bout de course, c'est de supprimer activement les réponses contre les bactéries et les antigènes intestinaux. Et vous pouvez imaginer tous les dysfonctionnements que peuvent amener les dysfonctionnements eux-mêmes de ce type cellulaire, par exemple l'allergie ou les phénomènes équivalents. Donc ça, je vous ai déjà dit, bien entendu, que tout ce système était induit, mis sur les rails, si je puis dire, par le système immunitaire. Donc cette énergie, elle se voit, comme je vous l'ai dit, au niveau, par exemple, des macrophages intestinaux, qui ont certes une capacité de phagocytose des microbes équivalente à celle, par exemple, des monocytes sanguins circulants, mais vous voyez que beaucoup des marqueurs de population inflammatoire, comme CD14 par exemple, sont absents. Ça signe ce processus d'énergie de ces cellules. Donc, on a, et on peut quasiment terminer là-dessus, je vous ai parlé de ces mécanismes d'échange permanent au niveau de ce biofilm microbien qui est maintenu à distance par le mucus et les mécanismes antibactériens de l'épithélium. Ce système, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec ce clip vidéo de cellules dendritiques, est extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'il est géré à la fois par la perception des cellules épithéliales qui, grâce à ce système d'équilibre, expriment un certain nombre de molécules, TSLP, TGF-bêta, IL-10, prostaglandine, un certain nombre de métabolites, qui vont probablement en coopération avec ces cellules dendritiques qui assurent cet échantillonnage des micro-organismes, mettre en place et maintenir cet état, disons, d'énergie des macrophages et des cellules dendritiques, et de ce fait entraîner ce switch vers des populations de lymphocytes qui ne sont pas des populations de lymphocytes agressives comme les lymphocytes Th1 par exemple, mais qui produisent des molécules de régulation négative, par exemple comme le TGF-bêta. Donc tout ça est quelque chose qui est orchestré de façon extrêmement efficace. Mais en même temps, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que ces cellules épithéliales, exposées encore une fois à ce système très complexe d'interaction, expriment des molécules comme BAF, APRIL, SLP1, qui sont en fait des médiateurs qui vont assurer, augmenter l'efficacité de la réponse immunitaire, en particulier de la maturation des lymphocytes B qui vont devenir des plasmocytes, producteurs de ces fameuses IgA sécrétoires, qui vont ensuite recirculer, venir se fixer pour les anticorps IgA dimériques à ce qu'on appelle le poly-IG récepteur, être sécrétés et venir finalement au niveau de cette couche de mucus enrichir encore le processus de défense en y amenant une véritable dimension spécifique. C'est-à-dire que notre mucus est en permanence en train de baigner à la fois des molécules comme les peptides antimicrobiens qui tuent les bactéries au contact sans trop regarder leur nature,
et puis des IgA sécrétoires qui reconnaissent des antigènes spécifiques sur ces bactéries et qui, de ce fait, assurent ce qu'on appelle l'exclusion immune, c'est-à-dire leur maintien à distance. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Et sur ma dernière diapositive, vous dire bien entendu que toute cette belle mécanique dont vous reconnaissez un schéma là, relativement rapide de mise en place d'équilibre entre cette flore microbienne ou ce microbiote commensal et l'épithélium intestinal va être rompu par les pathogènes lorsqu'ils surviennent, parce que ces pathogènes ont la capacité finalement de prendre en compte un certain nombre des éléments de ces défenses et de les antagoniser. Ils vont être capables, par exemple, grâce à l'expression de ce qu'on appelle des mucinases, de dégrader de mucus, de pouvoir accéder à la surface de l'épithélium. Ils vont avoir des systèmes d'adhésion qui leur permettent de s'associer très étroitement à cette surface de l'épithélium, éventuellement des molécules d'invasion qui vont leur permettre de rentrer dans les cellules. Ils ont des appareils de sécrétion qui leur permettent d'injecter des toxines dans les cellules et vraiment d'assurer la subversion des mécanismes de défense tels que je vous les ai mentionnés, et de ce fait de donner lieu à une espèce de reprogrammation de l'épithélium qui va cette fois-ci non plus orienter le système vers la régulation et la tolérance, mais vers une réponse pro-inflammatoire avec l'activation de ces cellules du système immunitaire, en particulier les phagocytes, les lymphocytes, cette fois-ci Th1 ou Th17, qui vont avoir un rôle extrêmement agressif dans la lutte antibactérienne et la destruction des micro-organismes. Le problème, c'est que dans toute infection, bien entendu, il y a destruction du microbe, mais il y a aussi destruction des tissus de l'hôte, et c'est là que les soucis vont généralement commencer. Donc voilà en gros ce que je voulais vous donner un peu comme vue générale de ces situations de mise en place de la tolérance à ces microbiotes commensaux. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, le cours sera sur disons, l'identité génétique et moléculaire des pathogènes. C'est-à-dire qu'on essaiera de voir effectivement comment, à partir de micro-organismes plutôt adaptés à la colonisation, dans des conditions plutôt pacifiques, on revient au terme de la guerre et de la paix, certains micro-organismes ont pu devenir des pathogènes et qu'est-ce qui a fait, quels sont les changements, en particulier dans leur patrimoine génétique, qui fait qu'ils ont pu passer d'un statut de bonnes bactéries, entre guillemets, à un statut de méchantes bactéries pathogènes, et vous verrez que ça représente des aspects, encore une fois, assez fascinants de la microbiologie. Donc je pense que je vais arrêter là, et probablement je vous ai déjà donné beaucoup trop d'informations à digérer, c'est le cas de le dire. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre quelques instants, mais je voudrais surtout assez rapidement vous présenter et introduire la présentation de Joël Doré, de façon à ce que cette session ne se prolonge pas non plus trop longtemps pour les uns et pour les autres, parce que ça fait peut-être beaucoup. C'est mon premier cours et je ne savais pas très bien quel allait être le degré de réceptivité à tout ça. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.